Bonjour, donc nous sommes ici pour la soutenance d'habilitation à diriger les recherches de Monsieur Olivier Barret. Donc j'ai l'honneur de présider ce jury aujourd'hui. Donc on va commencer dans l'ordre par les personnes du jury qui sont le plus loin, non pas physiquement aujourd'hui, mais dans leurs universités. Donc nous avons d'abord Monsieur Patrick Emmens, qui est donc professeur des universités à l'université de Namur en Belgique, ici présent. Oui, Nice doit être plus loin que Grenoble, probablement. Donc Monsieur Michel Riveil, donc, de l'université de Nice. Et donc par visioconférence que vous pouvez voir sur notre écran ici, donc Monsieur Philippe Lalanda, donc professeur à l'université de Grenoble 1. Donc tous trois rapporteurs pour cette habilitation. Donc ensuite dans le jury nous avons Monsieur Benoît Baudry, donc qui est ici, donc qui est chargé de recherche, enfin directeur de recherche INRIA. Monsieur Jean-Marc Gézéquel, professeur d'université à l'université de Rennes 1, on dit encore Rennes 1 je pense. Et donc moi, Jean-Louis Pazat, donc je suis professeur à l'INSA de Rennes. Voilà, donc Olivier, donc je vais te céder la parole pour présenter tes travaux. Donc je vais vous présenter les 9 années une synthèse de 9 années de travail au niveau de la recherche effectuée au sein de l'IRISA, en présentant principalement 4 points. Sur le premier, je vais revenir en définir un peu le contexte et les challenges que je cherche à résoudre. Dans une deuxième partie, je présenterai succinctement mon parcours, mais plus précisément ma démarche scientifique et les piliers de ma démarche scientifique. Je reviendrai après, on fera un focus particulier sur la notion de modèle à l'exécution, en présentant un peu justement ce qu'on a cherché à faire, les challenges relevés et les bénéfices qu'on a pu noter. Et puis après, dans une dernière partie, je présenterai les conclusions et les perspectives liées à ce travail. Donc d'abord, pour caractériser un petit peu mon domaine de recherche, je travaille clairement sur une problématique de génie logiciel, donc de construction efficace de systèmes logiciels, en s'intéressant tout particulièrement à une classe de logiciels particulière qui sont dites les systèmes dits hétérogènes, distribués et adaptables. Si on essaie de préciser exactement ce qu'on entend par hétérogène, distribué et adaptable, en gros, système hétérogène, on caractérise ça par des systèmes dont l'infrastructure d'exécution se compose de différents types de nœuds d'exécution. Et donc, dans notre vision, ça va être de construire des logiciels qui vont aller de parties qui vont s'exécuter dans des capteurs jusqu'à des parties qui peuvent aller sur des infrastructures de cluster ou des infrastructures de cloud. Ce type de systèmes sont par définition distribués, c'est-à-dire que pour rendre un service global, on construit cela sous forme d'un ensemble de processus communiquant de manière asynchrone. Et puis adaptable, on s'est clairement placé sous ce qu'on appelle l'hypothèse du monde ouvert, c'est-à-dire des systèmes éternels, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels les exigences vont évoluer, le contexte va évoluer, et on souhaite surtout pas stopper le système pour appliquer des modifications à ce système. Alors, si on essaie de voir dans quel domaine on peut trouver ce type de système, quel domaine d'application, on va trouver ça, et on y reviendra, en particulier dans le domaine de la e-santé et l'assistance à la vie autonome. Je ferai un petit focus sur, justement, une expérimentation qu'on a menée dans ce domaine-là. Mais on va trouver ça aussi dans le domaine de l'énergie, des smart grids, de la surveillance, des systèmes de transport intelligents. Et c'est pareil, dans les motivations, on va montrer un petit peu ce qu'on peut trouver dans les systèmes de gestion d'infrastructures de cloud pour montrer en quoi ça se trouve aussi dans cette gamme d'applications. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est s'il est compliqué de définir et de construire un système logiciel et d'administrer un système logiciel dans ce contexte-là, peut-on pas simplifier le contexte ? Et une division naturelle, ça peut être, ne peut-on pas tout ramener, toute l'intelligence du système, ne peut-on pas la ramener dans le cloud pour se simplifier la problématique et donc avoir un système simplifié. Et c'est une solution relativement pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a actuellement pas mal de systèmes conçus de cette façon-là où toute l'intelligence est placée actuellement dans une infrastructure de cloud. Le premier bénéfice, c'est qu'en effet, d'un point de vue ingénierie logicielle, c'est des systèmes qui vont de fait être plus simples à développer et à maintenir. Par contre, ce qu'on constate, c'est que dans ces cas-là, on a tendance à sous-exploiter totalement les capacités des objets connectés et c'est relativement inadapté aux services critiques. Pour essayer toujours de prendre un exemple simple,
imaginons bêtement un système de surveillance d'incendie à domicile. Si toute la logique de détection de l'alarme est faite dans le cloud, eh bien évidemment, on peut avoir, on sent bien qu'au niveau architecture, c'est non optimal. Par définition, ça fait aussi des systèmes qui sont inefficaces et qui ont tendance à ne pas passer à l'échelle avec trop d'informations qui sont remontées. Donc, il est souvent bien plus efficace de construire une infrastructure distribuée, c'est un système logiciel distribué dans lequel on va déployer la logique applicative, non pas à un seul endroit, mais sur un ensemble de nœuds d'exécution. Les bénéfices qu'on va avoir à construire de tels systèmes, c'est qu'en effet, l'inconvénient, c'est que d'un point de vue génie logiciel, ça amène un certain nombre de complexités pour construire ces logiciels et les administrer. Par contre, ça amène un certain nombre de bénéfices qui vont être un peu les limites qu'on a montrées à tout mettre dans le cloud. Entre autres, on va pouvoir rapprocher beaucoup plus les capacités de traitement proches des sources de données et éviter tous les problèmes de passage à l'échelle. Et donc, dans la pratique, on observe que de plus en plus de systèmes ont ces caractéristiques-là et on a un besoin de construire et d'administrer ce type de système. Toujours pour essayer de présenter les problèmes, si on prend une infrastructure composée justement d'un ensemble de capteurs hétérogènes, de passerelles, de serveurs, de services de cloud, etc., qu'est-ce qui va se passer? Si on déploie notre système logiciel au sein de tous ces nœuds d'exécution, naturellement, on va avoir une hétérogénéité technique qui va apparaître, c'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir besoin de gens capables de développer, par exemple, des parties web avec un langage particulier, des gens qui vont avoir besoin de maîtriser des serveurs d'application, des gens qui vont avoir besoin de maîtriser des problématiques de Linux embarqué, de configuration de Linux embarqué, etc. Des gens qui vont devoir être des experts en base de données, des experts en développement, etc. Ça, c'est très rare d'avoir une seule personne qui va pouvoir avoir l'ensemble de ces compétences, donc on va avoir besoin de coordonner un ensemble d'acteurs. Et donc, pour coordonner cet ensemble d'acteurs, on a généralement besoin de travaux pour ce que nous on appelle d'architecture logicielle, pour faciliter le travail de ces différents acteurs. Qu'est-ce que ça amène comme problématique scientifique? La première problématique, c'est que si on multiplie les acteurs, chacun de ces acteurs va avoir envie de travailler avec ses propres abstractions. Et donc on a besoin de comprendre quelles abstractions sont utiles à chaque acteur. On va avoir besoin de comprendre comment combiner et coordonner ces acteurs, et donc comment composer ces abstractions. Mais puisqu'on cherche de plus en plus à rapprocher les phases de conception et les phases d'exécution et d'administration dans des systèmes dits éternels, il faut aussi comprendre quelles abstractions ont du sens pour aider à l'administration du système. Comment est-ce qu'on peut gérer l'évolution du système justement grâce à ces abstractions? Comment est-ce qu'on peut capturer des points de variation admissibles? Si le système est en cours d'évolution, comment est-ce qu'on peut capturer dans quel cas on reste dans une enveloppe correcte? Et quel est le sens d'une abstraction ou d'un ensemble d'abstractions qu'on conserve à l'exécution quand on est dans un système distribué? C'est l'ensemble de ces questions de recherche sur lesquelles je travaille depuis maintenant 9 ans. Et donc ça amène une ingénierie complexe et coûteuse. Toujours pareil, pour essayer d'exemplifier ce problème, on peut s'intéresser justement à un logiciel open source. Donc j'ai pris le choix par exemple de regarder un logiciel open source qui s'appelle OpenStack. OpenStack, quel est l'avantage d'aller le regarder? C'est qu'on peut justement le considérer, on va voir, comme un système hétérogène, distribué et adaptable. Donc c'est un logiciel qui permet de gérer à la fois l'ordonnancement des machines virtuelles, gérer des problématiques de surveillance de consommation énergétique, gérer toute la partie contrôleur réseau et ce qu'on appelle Software Defined Network, etc. Quel est l'avantage pour nous? C'est qu'il est construit de manière modulaire et qu'il est complètement à l'état de l'art d'un point de vue technologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il amène des vrais problèmes d'un point de vue configuration, administration à l'exécution, on ne peut pas l'imputer par le logiciel est mal conçu, etc. Donc, au niveau architecture, on se retrouve bien sur un logiciel où on va déployer des nœuds d'exécution sur une infrastructure distribuée qui n'est pas forcément homogène, puisqu'on va aussi piloter toute la gestion énergétique, généralement toute la gestion de la climatisation. On va avoir des applications mobiles pour administrer, suivre l'exécution, etc.
si on regarde rapidement l'architecture d'OpenStack, comme ça, elle peut paraître un peu horrible, mais en fait, elle est relativement bien faite. C'est-à-dire qu'on a des modules qui sont bien isolés avec des API clairs, des protocoles de communication. Donc, on va trouver ici toute la partie front-end d'administration, par exemple le gestionnaire d'image, l'ordonnanceur de machines virtuelles, le gestionnaire de réseau, etc. Et il y a eu un vrai effort de spécification à ce niveau-là. Ce qui est toujours intéressant autour de ça, c'est qu'ils ont été obligés, bien que le logiciel soit bien conçu au départ, de créer un autre projet à côté qui s'appelle DevStack pour la configuration d'un OpenStack pour les développeurs. L'objectif, c'était simplement de se dire un développeur qui doit s'installer un OpenStack localement, ça devient compliqué. Et donc, ils ont créé un projet uniquement pour ça. Si on rentre à l'intérieur de ce projet et qu'on essaie de le comprendre, on voit qu'il y a quand même presque 57 000 lignes de code qui sont composées de scripts shell, de code Python, de templates, de fichiers de configuration, etc. Et ça, c'est uniquement quand on veut être développeur. Si on veut gérer la variabilité, la mise à jour, l'évolution d'un système comme un OpenStack en production, c'est globalement une tâche qui est complexe et risquée. Avec un vrai besoin, donc ça, on pourra y revenir dans les perspectives, c'est des expérimentations qu'on a menées par exemple avec l'IRT-Bicom. On a des vrais besoins quand on le met en production, de compétences à la fois en réseau, en SDN, Software Defined Network, mais aussi en base de données, en sécurité, en bus à message, etc., pour affiner la configuration d'un logiciel de cette façon. Et donc le bilan qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est que voici un exemple de logiciel qui est bien conçu, mais qui amène une ingénierie complexe et coûteuse pour le faire évoluer, l'administrer. Et le bilan qu'on en fait, c'est globalement des scripts Python, des templates de fichiers, des scripts shell. C'est globalement pas une bonne abstraction pour coordonner un ensemble d'experts métiers. Un autre domaine qui a eu cette habitude de gérer des systèmes complexes, c'est le domaine de l'ingénierie système. Et donc, une des visions et une des idées que je défends dans mes travaux aussi, c'est ce besoin de rapprocher l'ingénierie système qui a pour bonne pratique d'avoir eu depuis très longtemps à coordonner un ensemble d'experts et qui a pris justement des bonnes habitudes d'ingénierie multipoint de vue dans lequel on va construire un ensemble de langages et travailler à composer ces langages. Et donc, un des points importants qu'on voit, c'est comment est-ce qu'on peut bénéficier et contribuer à cette problématique-là en travaillant dans le système, pour les systèmes ouverts et éternels. Donc, ce qu'on défend, c'est bien de se dire, on peut utiliser des techniques de modélisation pour la gestion de la variabilité, non plus simplement en phase de conception, c'est-à-dire que là où l'ingénierie système avait une vraie capacité à travailler, à séparer les préoccupations et proposer des mécanismes de composition pour produire le système, eh ben, on va avoir cette même volonté, mais non plus où on va chercher à passer de manière traditionnelle d'un système A à un système A', mais à chercher à pouvoir faire ça à l'exécution, sans arrêt du système et en remplaçant qu'un ensemble de briques configurables. Donc l'objectif de mes travaux de recherche, c'est clairement de diminuer la frontière entre la phase de conception et la phase d'exécution, en permettant tout particulièrement l'utilisation de techniques de modélisation, non plus simplement dans les phases de conception, les phases amont, mais aussi à l'exécution, pour administrer le système. Le sous-objectif derrière ça est clairement de rapprocher le monde de l'ingénierie système, qui a souvent pour hypothèse de travailler sous l'hypothèse du monde clos, où on connaît d'avance toutes les exigences, et on se met plus traditionnellement sur des méthodes de développement en cycle en V, et l'ingénierie logicielle dans le contexte des systèmes hétérogènes distribués et adaptables, dans lequel justement on ne veut surtout pas faire cette hypothèse du monde clos. Et les deux approches ont intérêt à bénéficier l'une de l'autre. Donc, si je fais une présentation rapide de mon parcours depuis ma thèse en novembre 2005, on peut principalement placer les contributions, toute une partie des contributions dans lesquelles j'ai cherché à travailler dans ce domaine du MDE pour l'adapter à la problématique du monde ouvert, principalement autour de la problématique de la modélisation de la variabilité et autour de la problématique de la composition logicielle, avec une bonne présence à la conférence modèle, qui est une des conférences majeures du domaine de la modélisation. Et puis, une autre partie du parcours a consisté à travailler sur la problématique des modèles à l'exécution, avec deux sous-catégories.
Un travail sur caractériser ce qu'on entend par la notion de modèle à l'exécution, mais aussi caractériser les différentes opérations qu'on veut voir disponibles sur ces modèles disponibles à l'exécution. Et puis, un travail pour comprendre et rendre disponible cette notion de modèle à l'exécution dans un contexte de système contraint au niveau ressources et dans un environnement distribué. Pardon. Alors, si j'essaie de mettre en avant les 4 piliers qui sont très importants dans ma démarche scientifique, le premier pilier sur lequel je veux vraiment m'appuyer, c'est le fait que ce travail a été possible, principalement parce que c'est un travail en équipe. Donc, pour les citer rapidement, parce qu'une grande partie de du mérite leur revient, j'ai eu la chance de travailler avec 7 doctorants qui ont soutenu, Julien, un 8e qui soutient demain. Donc, pour les nommer rapidement, Brice, Grégory, François, Erwan, Michael, Julien, Emmanuel et Bosco, qui ont globalement contribué à ces différents aspects qui sont présentés ici. Mais ça a aussi été un travail qui a été fait au sein d'un laboratoire, donc toujours j'ai gardé des très bons contacts et des très bonnes discussions avec Laurence Duchien, qui était ma directrice de thèse, et j'ai eu la chance d'avoir 2 très bons mentors ici. Donc j'ai été sous la direction de Jean-Marc Gézéquel au sein de l'équipe Triskel jusqu'à l'année dernière, et depuis peu sous la direction de Benoît Baudry. Et évidemment, ces travaux ont été faits avec un ensemble de collègues présents dans l'équipe. Un ensemble de collaborations aussi importantes. Tout d'abord, avec mon ancienne équipe de recherche, avec qui je continue à travailler beaucoup, l'équipe Spiral à Lille, mais aussi avec une équipe au Luxembourg et une équipe au Saint-F, mais aussi localement. J'ai la chance de pouvoir travailler avec Jean-Louis et j'ai pu travailler avec Françoise André. Et donc tout ça, ça a été extrêmement profitable. Pour finir, différentes personnes, ingénieurs qui sont passés par l'équipe ou post-doc, qui ont aussi très largement contribué en aidant, en amenant des idées, en permettant de faire un certain nombre d'expérimentations. Le deuxième pilier important sur lequel je voulais insister, c'est la problématique des collaborations industrielles. J'ai vraiment à cœur de confronter ce travail de recherche qui est mené et les idées qu'on mène aux problématiques industrielles. Et donc pour ça, j'ai eu un certain nombre de projets et j'ai mené un certain nombre de projets collaboratifs directs. Donc par exemple, un directement avec Thales qui s'appelle VariMD, mais aussi un certain nombre de tests chiffres et de travail dans le cadre de l'IRT. Un certain nombre de projets pour chercher à valoriser les travaux de recherche par de la création de start-up, pour le moment sans succès, mais on y croit. Et puis aussi des travaux dans le cadre de projets européens, passés et en cours, Heads et Merge sont encore en cours. Des projets dans le cadre de projets en relation directe avec le ministère de l'Industrie, et puis des projets ANR disponibles. Donc ça, c'est un ensemble de projets dans lequel j'ai fortement contribué. Je voulais aussi citer 3 projets qui me tiennent à cœur, même si le lead est actuellement mené par des membres de l'équipe. Donc, pour citer rapidement, GEMOC qui est leadé par Benoît Combemal, Diversify qui est leadé par Benoît Baudry, et InfraJVM qui est leadé plutôt par Johan Boursier. Et donc, dans ces projets-là, même si ce n'est pas moi qui ai le lead scientifique, j'essaie d'amener un certain nombre de contributions. Enfin, les 2 derniers piliers importants que je voulais mettre en valeur sur la démarche scientifique, c'est la volonté de valider de manière expérimentale les propositions. On est sur un domaine, dans le domaine du génie logiciel, où il est difficile de se faire des certitudes sur les propositions. Et donc, une des seules manières qu'on a de mettre en avant nos travaux, c'est d'expérimenter, de mettre nos outils dans la main d'étudiants, de mettre nos outils dans la main d'industriels. Et donc, autour de ça, j'ai travaillé principalement sur 3 projets. Un projet qui s'appelle KCVL, dont le but a été de fournir une implémentation d'un standard pour la gestion de la variabilité. Un projet autour de Carmeta, qui est une plateforme de l'équipe pour tout ce qui est gestion de la composition et proposition autour du Model Driven Engineering. Et puis la plateforme Kevory, qui est justement la réification des concepts de Model at Runtime sur lequel on s'appuie. Dans l'ensemble de ces projets, un point qui me tient fortement à cœur, c'est vraiment ce besoin de travailler aussi sur une certaine expertise technique et donc de développer ces outils en allant sans arrêt chercher les derniers outils les plus aboutis d'un point de vue développement logiciel
toujours pour se poser la question en se disant si on doit contribuer dans le domaine de l'ingénierie logicielle, il faut absolument qu'on comprenne bien les problématiques des développeurs en utilisant ce qui se fait de mieux actuellement d'un point de vue outils disponibles. Donc, dans la suite de la présentation, c'était difficile de présenter l'ensemble. Donc, j'ai fait le choix de rentrer plus en détail sur la notion de modèle à l'exécution en présentant à la fois les concepts derrière cette notion de modèle à l'exécution, mais aussi un certain nombre d'expérimentations qui ont été menées. Donc, tout ça va nous permettre de présenter un cadre de développement qui s'appelle Kevory. Donc, si on revient pour présenter cette notion de modèle à l'exécution, on est clairement dans le cadre de, on a vu système hétérogène dynamiquement adaptable, et donc on a besoin, comme on est dans le cadre de système hétérogène complexe, on a un vrai besoin d'abstraction. Puisqu'on est dans le cadre de système adaptatif, on a un vrai besoin de gestion de la variabilité. Et puisqu'on est dans le cadre de système distribué, on a une problématique de, bien que l'on fournisse un certain nombre d'abstractions, de ne pas masquer trop cette abstraction pour laisser le contrôle aux différents acteurs de ce système-là. Un des challenges qu'on a particulièrement cherché à adresser, c'est comment est-ce qu'on gère toute la problématique liée à l'adaptation. Pourquoi? Parce que généralement, cette problématique de l'adaptation que l'on trouve dans les systèmes dits éternels est généralement mal modularisée, traitée au travers d'API de bas niveau, et donc on a du mal à raisonner et à construire autour de ça. Un exemple, donc pour comprendre ça et pour comprendre la complexité, on a montré que globalement le nombre de configurations explose très rapidement. Dans le cadre justement d'une expérimentation de déploiement de systèmes de e-santé sur la métropole de Rennes, on a montré que simplement en prenant un certain nombre de préoccupations, le nombre de configurations admissibles de ce système-là explosait très vite, mais évidemment de manière liée, le nombre de transitions possibles pour passer d'une configuration explosée de manière quadratique. Et donc on a un vrai intérêt à se rapprocher de la communauté des lignes de produits pour comprendre comment gérer cette complexité et raisonner sur cette complexité du nombre de configurations. Et donc le challenge qu'on cherche à adresser autour de ça, c'est clairement, avec les techniques de modélisation à l'exécution, comment calculer une migration sûre entre deux configurations valides du système. Pour faire ces travaux, on s'est clairement placé à la frontière de trois domaines particuliers. Le domaine de la composition logicielle et plus particulièrement de ce qu'on appelle la modélisation orientée aspect, dans lequel on a cherché à comprendre quels étaient les bons opérateurs de composition qu'on pouvait utiliser pour synthétiser des modèles à l'exécution. La notion de composant logiciel, dans lequel l'objectif est de travailler sur justement la modularisation d'un certain nombre d'éléments logiciels et la définition d'interfaces claires pour faciliter leur composition, et puis la notion d'adaptation dynamique, avec un certain nombre de solutions pour justement gérer la dynamique de systèmes logiciels. Autour de ça, on a proposé une approche combinant justement la notion de ligne de produit dynamique, utilisée à l'exécution, la notion de modélisation par aspect, pour obtenir une modélisation centrée autour de la variabilité, non pas sur la configuration. Cette approche-là, qui est vraiment, on va dire, la pierre, la voûte de nos travaux, l'objectif a été de construire une approche de ligne de produit dynamique pour maîtriser l'explosion du nombre de configurations et l'explosion quadratique du nombre de transitions. Donc aller rechercher des outils du monde des lignes de produits, les appliquer et les rendre disponibles à l'exécution pour contourner ces challenges-là. Une approche fondée sur la modélisation par aspect pour construire automatiquement la configuration du système, mais aussi détecter au plus tôt des interactions néfastes entre aspects, en s'appuyant sur des techniques qui nous permettent de, au plus tôt, détecter qu'un aspect ne peut pas se composer correctement avec un autre aspect ou que l'ordre de composition va avoir un impact sur la résolution finale. Ce qui nous permet de construire des configurations à la demande et de non plus modéliser les configurations, et ce qui va nous permettre de valider à l'exécution avant une réconfiguration. Et puis, comme on fait tout ça en phase sur une couche de modélisation, on offre la capacité de revenir en arrière facilement dès qu'un problème est détecté. Troisième point important,
cette notion de modèle à l'exécution pour automatiser la reconfiguration du système, c'est-à-dire offrir un moyen simple de passer d'une abstraction de la configuration du système à sa réalisation sur un système en cours d'exécution. Donc, cette vue générale a été présentée à ICSI en 2009. Et donc, si on essaie de présenter ces idées-là, ben, c'est globalement abstraire un système en cours d'exécution pour en construire une certaine abstraction, pour avoir la capacité à modéliser qu'en cas d'évolution du système, on va venir choisir une préoccupation, remplacer une préoccupation par un autre, mais donc de modéliser l'ensemble des features disponibles et des points de variation du système, pour pouvoir faire un premier modèle, une première validation de ce système-là, tout en offrant la capacité à dériver de manière automatique un nouveau modèle de configuration avec des techniques de composition logicielle avancée, de revalider au besoin cette configuration et puis d'offrir justement toute une boucle de modèles à l'exécution pour être capable d'appliquer ce nouveau modèle sur le système en cours d'exécution. Donc on retrouve là la problématique adressée dans nos recherches, travailler à contribuer dans le domaine de la variabilité logicielle, travailler dans le domaine de la composition, travailler sur cette notion de modèle à l'exécution. Si on fait juste un focus rapide, un zoom rapide sur cette notion de variabilité modeling, depuis 3 ans maintenant, on travaille au particulier autour d'un standard, d'une initiative de standard qui s'appelle CVL, qui a la bonne caractéristique justement de réifier, d'expliciter le lien entre un modèle de variabilité et les assets qu'on souhaite composer. Et donc, en ce sens-là, ça nous intéressait beaucoup, puisqu'on avait la capacité à modéliser explicitement l'action de choisir une fonctionnalité particulière du système, et l'action que ça allait avoir sur nos modèles de ce même système, tout en offrant la capacité à exécuter, à rendre exécutable ce modèle CVL pour produire des modèles en cours d'exécution. Autour de ce standard, on a eu 2 contributions fortes, en plus d'une contribution faite dans la thèse de Bosco, qui sont la définition de la sémantique opérationnelle en Carmeta, et puis, dernièrement, la définition précise et outillée de la notion de fragment de substitution, donc qui justement est très proche de la notion de modèle d'aspect qu'on peut trouver dans l'aspect de modeling, en utilisant des patrons d'architecture pour pouvoir tisser ces éléments-là. Si je reviens maintenant plus précisément sur cette notion de modèle à l'exécution, on a caractérisé et mis en place tout le travail autour des modèles d'exécution dans un cadre de développement qui s'appelle Kevory, pour justement faciliter la construction de systèmes hétérogènes distribués adaptables. Pourquoi est-ce qu'on a fait cet effort de mettre en place un certain nombre de développements au sein d'un même cadre de développement? C'était entre autres pour pouvoir se poser la question et essayer de valider, est-ce que cette notion de modèle à exécution a clairement du sens pour gérer de la reconfiguration dynamique, pour gérer de la distribution? Comment est-ce qu'on peut être plus malin ou plus efficace pour gérer la distribution grâce à cette abstraction et pour la gestion de l'hétérogénéité? Et donc on va dérouler un certain nombre d'expérimentations qui ont été menées dans ce domaine. Donc, qu'est-ce qu'on trouve au cœur de Kevory? Principalement, justement, la boucle autonomique qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire une représentation partagée, un modèle partagé de la configuration du logiciel distribué, et un certain nombre d'opérateurs dont on a besoin, quel que soit le système, pour effectuer des opérations offline, online, de simulation du modèle, de vérification de propriété du modèle, etc. Puisque ces opérations-là sont génériques, quel que soit le système ou la plateforme visée, on a cherché à les capitaliser. C'est après clairement une plateforme qui est basée sur la notion de composant logiciel, avec 2 caractéristiques propres, une sémantique d'acteur au niveau des ports de composants pour gérer la problématique de concurrence au niveau du modèle et non pas au niveau du développement de l'application, au niveau du développement des composants, et puis une séparation entre la notion de composant et la notion de canal de communication, pour séparer la problématique fonctionnelle de la problématique de la logique de communication au sein de l'application. Un gros travail autour de la notion de continuous design
avec cette problématique de vouloir gérer en continu le déploiement et l'installation des composants et de leurs dépendances. Et puis, on va y revenir, un certain nombre d'implémentations de nœuds d'exécution, de conteneurs d'exécution, respectant ce paradigme-là, spécialisant le cœur qui a été défini ici, pour pouvoir construire des logiciels dont une partie tourne sur un serveur d'application Node.js, une partie sur un serveur d'application Java, une partie dans l'environnement Android, une partie dans des infrastructures de cloud, une partie sur des capteurs Arduino, une partie dans des navigateurs, etc. etc. Au niveau concepts que l'on va trouver au sein du langage de configuration, les concepts sont assez classiques. Peut-être les deux sur lesquels je voudrais m'arrêter, c'est le concept de nœud, qui va vraiment être le conteneur en charge de l'adaptation, mais sur lequel on a en particulier travaillé pour rendre explicite le fait qu'il est aussi en charge de l'adaptation et des différentes primitives d'adaptation qu'il est capable de prendre en charge. Et le concept de groupe, que l'on ne trouve pas classiquement dans ce type de langage de configuration, qui nous permet de réifier toute la gestion de la couche de modèle à l'exécution. C'est au travers de la notion de groupe qu'on va offrir la capacité à décrire par quelle sémantique on veut propager ce modèle de configuration et quelles sont les propriétés qu'on veut avoir au niveau de l'adaptation. Pour essayer d'expliquer ça rapidement, on va aller justement de groupes qui vont être capables de gérer des problématiques techniques. Je veux dialoguer en WebSocket, mais avec un certain nombre de logiques pour l'adaptation aussi, qui sont je veux dialoguer en WebSocket, mais selon un protocole de type Paxos, où l'ensemble des nœuds contribuant à cette couche de modèle d'exécution se mettent d'accord sur le nouveau modèle avant de déclencher une adaptation, par exemple. Donc on va se retrouver avec Kevory à travailler au niveau de la configuration avec un système abstrait, et sur chacun des nœuds d'exécution, donc sur chacun des briques à ce niveau-là, on va se retrouver à avoir un moteur générique qui offre la capacité à recevoir un nouveau modèle de configuration global du système, à définir un certain nombre de propriétés à vérifier dessus, et puis à comparer de manière automatique le nouveau modèle de configuration par rapport à la configuration actuelle pour détecter les adaptations à mettre en œuvre pour pouvoir faire ce traitement. Ce cadre de développement a été construit et a mis en place un certain nombre de thèses au sein de l'équipe. Donc les fondements ont clairement été posés autour de la thèse de Brice-Morin. Et puis on a travaillé à comprendre cette notion de modèle d'exécution dans le cadre de systèmes distribués hétérogènes. Et dernièrement, sur des problématiques de passage à l'échelle autour de la thèse d'Erwan Daubert, pour bien comprendre l'utilisation de cette notion de modèle d'exécution pour gérer des infrastructures de cloud. Donc, ce cadre de développement, il a clairement eu pour but aussi de mener un certain nombre d'expérimentations. Les expérimentations qu'on peut voir, ça a par exemple été une première qui a consisté à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on gagne en termes d'environnement mobile à avoir des modèles à exécution. Avant même de voir ce qu'on gagnait, on a essayé de voir est-ce que ça marche. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une vraie capacité à modulariser des sémantiques de communication diverses et complexes avec la réification de cette notion de groupe. Est-ce que ça a un sens d'avoir un modèle de configuration partagé, que l'on se propage, dans un environnement hautement distribué et non fiable? Jusqu'à quel point ça marche? Et puis, regardez comment est-ce qu'on peut bénéficier du modèle d'exécution pour optimiser la dissémination du modèle de reconfiguration. Donc pour ça, on a proposé un algorithme de dissémination basé sur un gossip en 2 étapes, en cherchant à mettre un certain nombre de points de variation sur la façon dont on allait rechercher le modèle auprès de ses voisins. Est-ce que les voisins propageaient eux-mêmes quand ils recevaient un nouveau modèle, ou est-ce que c'était à nous d'aller le rechercher régulièrement? Sur le délai de rafraîchissement quand on allait le rechercher régulièrement, sur la façon de comparer les vecteurs d'horloge, etc. Et puis on a cherché à bien comprendre est-ce que grâce à un algorithme comme ça, on était capable de propager le modèle à l'exécution sur un système hautement distribué, et si on était capable d'optimiser cette dissémination grâce aux informations qu'on avait dans le modèle à l'exécution. Donc pour ça, on a mené une évaluation dans laquelle on a mis en place toute une infrastructure de test, où on a synthétisé sur un cluster un certain nombre de nœuds distribués, et on a cherché à comprendre justement l'influence de la stratégie de communication sur le délai de propagation. Est-ce qu'il était plus efficace
pour avoir rapidement l'information de propager le modèle ou de récupérer le modèle, selon les différentes topologies générées. Quelle était l'influence sur la bande passante utilisée? Comment est-ce que se comportait le système en cas de... si on cassait la topologie, c'est-à-dire que si à un moment j'avais mon graphe qui était cassé en 2 sous-graphes sans communication possible, qui évoluait d'un point de vue modèle de configuration différemment, comment est-ce que, grâce à l'algorithme, on était capable de gérer un certain niveau de réconciliation? Et puis, aller comprendre, sur un nœud fortement maillé où un certain nombre de nœuds peuvent disparaître de manière intermittente régulièrement, jusqu'à quel pourcentage de nœuds présents on était capable de propager en effet la configuration au sein des nœuds disponibles. Donc, ce qu'on a essayé de comprendre et ce qu'on a vu au travers de cette segmentation, c'est que, globalement, on a été capable de capturer des sémantiques complexes à l'aide de groupes. Donc, cet exemple de gossip en 2 passes, globalement, c'est implémenté en 750 lignes de Scala, donc un volume relativement faible, étant donné qu'à la fin, il faut bien comprendre que cet algorithme est déployé sur chacun des nœuds pour être capable de fournir son fonctionnement. On a été capable de gérer des mises à jour de configuration à large échelle. Au passage, quand on a ce type de configuration, chacun des points est bien un nœud d'exécution, et on a bien montré qu'on avait la capacité à déployer le modèle sur l'ensemble des éléments. Et puis, plus pratiquement sur l'aspect algorithme distribué, on a montré qu'en cas de réseau fortement non fiable, avoir une approche hybride où on combine à la fois la capacité à faire du push, où on envoie le modèle, et la capacité à faire du pull, régulièrement on va demander à notre voisin s'il n'y a pas un nouveau modèle, était globalement pertinente pour être sûr de propager cette notion de modèle à l'exécution. Une deuxième expérimentation qu'on a menée, ça a été de se poser la question du passage à l'échelle, entre autres. Comment est-ce que cette notion de modèle à exécution peut aider et peut passer à l'échelle? Pour ça, on s'est intéressé autour de la thèse d'Erwan Daubert à la notion d'utiliser ces techniques pour le cloud computing. Ce qu'on s'est vite aperçu, c'est que le langage de configuration qui était fourni pour Kevory était globalement satisfaisant pour gérer la notion de software as services. On pouvait assez facilement représenter la configuration d'un système logiciel en termes de composants et de canaux de communication. Et que la notion de PaaS, et donc de Platform as Services et d'IaaS, Infrastructure as Services, se représentait relativement bien sous la forme de nœuds. Et donc ce qu'on a cherché à faire, c'est de bien comprendre la différence entre ces 2 couches en réifiant différents types de nœuds. Et donc on a construit entre autres, une abstraction pour avoir la capacité à gérer les ressources demandées à l'infrastructure par la plateforme, toujours avec la même abstraction, et puis en faisant en sorte que l'infrastructure gère tous les aspects virtualisation. Les challenges qu'on s'est posés autour de ça, sur cette notion de modèle à exécution, ça a été d'abord de se dire qu'est-ce qui est générique, en quoi on est capable de réutiliser un certain nombre de parties qui avaient été définies au sein de la plateforme pour ces différents types de nœuds d'exécution. Deuxième question, dans quelle mesure ça passe bien à l'échelle? Et troisième question, en quoi ça simplifie après des problématiques de mise en œuvre d'adaptation multiniveau? Pour ça, on a mené toute une expérimentation où on a construit et on a mis en œuvre un certain nombre de nœuds d'exécution pour piloter par exemple des conteneurs systèmes. Donc, à l'origine, on avait fait ça au-dessus de BSD parce qu'ils avaient un système de conteneurs qui s'appelait Jails. Donc ça, c'était en 2011-2012. Et puis, dernièrement, autour du noyau Linux, on a des vraies améliorations avec un support autour d'LXC ou des abstractions fournies au-dessus d'LXC comme Docker. Et donc, on a cherché à piloter ces éléments-là directement depuis le modèle de configuration. Mais on a aussi fait ça, par exemple, sur les API d'Amazon pour aller attaquer un provider d'infrastructures publiques. Et puis en faisant en sorte d'aller chercher des abstractions comme Apache Cloud qui permet de prendre en charge pas mal de fournisseurs d'infrastructures de cloud. Qu'est-ce qu'on a essayé de comprendre autour de ça? Premièrement, la généricité. Ce qu'on a essayé de comprendre, ça a été d'évaluer à chaque implémentation, à chaque spécialisation de type de nœud, qu'est-ce que je pouvais réutiliser des différents éléments présents. Et globalement, on a montré qu'à chaque fois, quand on cherche à spécialiser un nouveau type de nœud, le volume de code à écrire est relativement faible.
Une deuxième question sur laquelle on a cherché à répondre, c'est le passage à l'échelle. Et là aussi, pour comprendre ça, on a modélisé, à partir des chiffres qu'on avait de l'infrastructure d'Amazon à l'époque, donc en 2013, on a cherché à modéliser un modèle qui permettrait de représenter toute l'infrastructure d'Amazon. Et on s'est posé la question, combien de temps on passe dans les différentes phases de traitement du modèle, pour faire des différences du modèle, etc., par rapport au temps moyen de déployer une machine virtuelle. Et ce qu'on a cherché à montrer, c'est que globalement, on restait sur des temps qui étaient raisonnables, voire négligeables, par rapport au temps classique de déploiement d'une machine virtuelle dans le cloud d'Amazon. La troisième expérimentation que je voulais mettre en lumière, c'est la question toujours de se poser, qu'est-ce qu'on gagne à garder ces informations à l'exécution? Et entre autres, on a travaillé dans le cadre de la thèse d'Inti sur la notion de l'exécution pour construire des systèmes de surveillance dynamiques et optimistes. Quelle était l'idée derrière ça? Globalement, quand on fait un système ouvert, on doit sans arrêt faire un compromis entre justement cette envie d'ouverture, de laisser des nouveaux composants arriver, de les intégrer à notre système, et la gestion des ressources qui, par définition, les ressources sont limitées et partagées. Et donc, généralement, il y a deux approches classiques pour faire ça. Une approche qui est dite de réservation. On va demander à chaque composant de réserver par avance le nombre de ressources dont il a besoin. Le risque, c'est que c'est souvent sous-optimal, puisque chaque composant va se mettre dans son pire des cas, et donc il va avoir tendance à réserver trop de ressources. Une autre solution, c'est généralement de se mettre dans un mode de best effort, et puis surveiller ce qui se passe. Et en fait, souvent, la problématique, c'est que toute la phase de surveillance à l'exécution est relativement coûteuse. Et donc là, l'idée était de se dire comment est-ce qu'on peut détecter des composants défectueux, c'est-à-dire détecter des composants au sein du système qui ne respectent pas un certain nombre de caractéristiques sur la gestion des ressources, sans surcoût trop important pour l'application. Avec une idée toute simple au départ, on va surveiller globalement l'état du système, et puis on va pouvoir faire une surveillance fine à la demande, uniquement pour les composants suspects. Et c'est là où la notion de modèle d'exécution va apporter des choses. On va pouvoir mettre en place des heuristiques pour détecter et garder de l'information sur quels composants sont suspects. Donc, globalement, chaque composant va venir avec un contrat de gestion de ressources, et puis on va pouvoir, dès qu'une alarme est détectée au niveau surveillance du global, venir sélectionner un suspect. Et donc, on a mené un certain nombre d'expérimentations pour avoir simplement des heuristiques du type combien de fois le composant avait été défectueux précédemment, aller sélectionner plutôt les composants qui ont le moins de couverture de code, les composants les moins testés, mais aussi monter des heuristiques grâce à la couche de modèle d'exécution, par exemple, en allant détecter les derniers composants arrivés, etc. Dans ces cas-là, dès qu'on a détecté un suspect, on peut venir instrumenter les composants, le code des composants pour activer un certain nombre de modes de surveillance d'un point de vue gestion de la mémoire, gestion du CPU, gestion des entrées-sorties, ce qui va nous permettre de détecter un coupable, et si on détecte un coupable, de reconfigurer le système pour le sortir du système à l'exécution. Et donc, au travers d'un certain nombre d'expérimentations, on a montré qu'on arrivait à un surcoût, une diminution de 80% du surcoût lié à la surveillance par rapport à une surveillance fine, activée en permanence. Donc, si je conclus et je présente les perspectives via ce travail, tout ce travail autour des modèles d'exécution nous a offert un certain nombre de bénéfices. Le premier bénéfice, c'est vraiment de pousser cette diminution de la frontière entre la phase de conception et la phase d'exécution et de reconfiguration. Et clairement, on est là dans un processus qui est de plus en plus important. On sent actuellement, par exemple, il y a énormément de travail autour de la notion de ce qu'on appelle DevOps, où on va demander des compétences dans des projets, on sépare de moins en moins la compétence de développement des applications de la compétence de mise en production. Les équipes vont être plus perméables. Et avoir des abstractions communes qui permettent de faciliter la communication, on a un clair gain à le faire. L'autre gain qu'on a observé, c'est que globalement, en conservant un certain nombre de métadonnées et en fournissant des outils facilitant la conservation de ces métadonnées à l'exécution, ça nous permet d'avoir des gains sur des problématiques de dissémination de ce modèle, d'avoir des capacités de vérifier ce modèle d'exécution, de surveiller un système en cours d'exécution de manière maligne grâce à ces métadonnées, et puis de proposer des mécanismes d'adaptation multiniveau, etc. Ce qu'on a aussi montré, c'est qu'on pouvait l'appliquer pour différents domaines d'application, et donc on a été l'expérimenter, soit dans le domaine du cloud, soit dans le domaine des objets connectés, etc. Dernier point sur lequel on a beaucoup travaillé
qui n'est pas présenté ici, c'est le besoin d'adaptation des techniques de Model Driven Engineering pour cette hypothèse du monde ouvert et cette hypothèse d'embarquer les modèles à l'exécution. Je vais y revenir juste après dans les perspectives. Donc, une des premières perspectives sur lesquelles l'IA travaille s'inscrit clairement dans un projet collectif de l'équipe. Équipe nouvellement créée et menée par Benoît Baudry, dont le but est de travailler sur une démarche de conception fondée sur la diversité choisie pour améliorer la stabilité et la sécurité du système. Qu'est-ce qu'on veut faire au sein de cette équipe? Globalement, se poser la question, comment est-ce qu'on peut volontairement injecter de la diversité au travers, par exemple, de la diversité architecturale sur du placement de composants, pour rendre le système plus robuste, pour globalement aller vers une conception continue pour les systèmes logiciels adaptables, distribués, hétérogènes, en travaillant fortement sur cette notion de frontière raisonnable de cohérence. On va chercher à caractériser qu'est-ce qu'on entend par cette notion de frontière raisonnable de cohérence pour pouvoir, après, faire évoluer le système au sein de cette frontière raisonnable de cohérence. La deuxième perspective, relativement court terme, sur lequel je voulais m'arrêter, c'est une forte envie de travailler sur l'industrialisation de Kevory. Donc, au travers de deux projets importants, le projet autour de l'IRT BICOM. Actuellement, on mène tout un travail pour se poser la question quel va être le bon langage de configuration pour le fog computing et comment on va travailler sur ce langage de configuration. Alors on peut se dire pourquoi Kevory en tant que tel n'est pas le bon langage. De base, par exemple, une des volontés qu'on veut absolument gérer, c'est aller à la fois de la configuration logicielle, mais piloter aussi toute la problématique actuelle de la configuration réseau. Et donc, la question, c'est de se dire, si on a de l'information sur la configuration logicielle, on peut probablement être beaucoup plus malin sur les demandes de configuration réseau et bénéficier de cette information globale disponible. Donc ça, c'est des projets qui ont démarré autour, entre autres, de la thèse de Johan Pelé à BICOM. La deuxième problématique sur laquelle on travaille, c'est l'adaptation coordonnée multiniveau dans le cadre du cloud computing, dans le cadre de la thèse d'Édouard Routin, encadré entre autres par Jean-Louis Paza aussi. L'objectif, c'est vraiment de se poser la question, si maintenant on est dans un système de cloud dans lequel on a différentes personnes ou différents logiciels qui peuvent prendre la décision, comment est-ce que je suis capable de coordonner ces différents acteurs? Et toute la volonté de ce qu'on cherche à faire, c'est évidemment de travailler là-dedans dans une problématique d'économie d'énergie, mais aussi de travailler sans forcément être dans un modèle purement hiérarchique pour gérer la problématique de systèmes distribués. Enfin, le deuxième point important, c'est dans le cadre du projet Okiware, qui est un projet qui a démarré là au 1er décembre. Le but est de travailler sur un langage de configuration pour le cloud computing autour d'Oki, et donc tout l'outillage de modélisation associé à Standard. Et donc, on cherche à mettre un certain nombre de choses apprises dans le cadre de Kevory. Alors, en termes de perspective recherche, aussi, plus long terme, on cherche à travailler sur l'utilisation de modèle runtime pour la maîtrise de la diversité. Quelle va être la problématique là-dessus? Il y a deux thèses en cours. La thèse de Kevin qui vient de démarrer, la thèse de Mohamed qui a démarré depuis 1 an. On cherche vraiment à se poser la question, comment est-ce qu'on peut bénéficier de ces modèles à exécution pour globalement augmenter la confiance dans le système. Si je fais un focus sur la thèse de Mohamed, on va chercher à se poser la question, maintenant qu'on a un langage de configuration qui nous permet de piloter finement des demandes d'infrastructure, de la gestion de ressources, du placement logiciel, du déploiement logiciel, comment est-ce qu'on peut utiliser ce genre de techniques pour construire des infrastructures de test pour systèmes distribués sur lesquels on va pouvoir piloter finement les ressources. La deuxième perspective importante de ce travail de recherche, c'est de continuer à travailler sur des approches de modélisation pour le support de la diversité, avec 2 points importants. Le premier qui consiste à travailler sur capitaliser et comprendre quels mécanismes sont nécessaires pour l'utilisation du MDE à l'exécution et comment définir des opérateurs
génériques qui peuvent être utilisés dans différentes implémentations des modèles d'exécution. Donc dans une approche plus, on va dire, méta à ce niveau-là. La deuxième est dans le cadre de la thèse de Thomas Daigle, dans lequel on cherche à travailler à diminuer le couplage, et donc qui est aussi, encadré par Benoît Combemal et Arnaud Bloin, dans lequel on va chercher à diminuer le couplage avec une définition de domaine, et principalement à travailler sur des opérateurs de composition pour le passage à l'échelle, se poser la question, comment est-ce qu'on peut améliorer les techniques d'utilisation du MDE pour une utilisation dans un contexte d'ingénierie multipoint de vue à l'exécution. En annexe de ces travaux-là, on cherche à continuer à travailler autour, et je cherche à travailler toujours autour du web, pour comprendre, si on reprend cette photo-là qu'on avait tout à l'heure, autour du web, on a de plus en plus cette problématique d'avoir des systèmes complexes à construire, et actuellement, les abstractions proposées pour gérer les différentes problématiques sont relativement pauvres. Et donc, on cherche toujours dans ce domaine-là à se poser la question, donc dans le cadre de la thèse de Julien, il y a une première abstraction pour gérer toute la problématique de résilience, mais on continue à se poser la question de quelles sont les différentes préoccupations à prendre en compte et qu'est-ce qu'on offre comme support pour ces abstractions. Enfin, pour finir, la dernière perspective importante de ces travaux, c'est l'amélioration de la coopération entre toute la gestion des ressources pilotée par le système d'exploitation et l'espace applicatif. La vision qu'on défend autour de ça, c'est d'insister sur le fait qu'on a énormément d'informations au niveau de la couche applicative qui sont perdues au moment où le système doit prendre ses décisions pour la gestion des ressources. Et donc, on veut absolument pouvoir piloter cette gestion des ressources depuis les informations disponibles au niveau applicatif. Ça amène un certain nombre de préoccupations à gérer. La première préoccupation qu'on souhaite lever, c'est qu'actuellement, il est plutôt simple de gérer les ressources si on est capable de mapper, de faire correspondre ces composants logiciels sur des processus. Pourquoi? Parce que toutes les approches justement qu'on trouve dans les systèmes de type C-group, etc., offrent la possibilité à contraindre forcément les ressources disponibles pour un processus. Par contre, si on n'a pas cette capacité à placer un composant sur un processus, mais on veut en placer plusieurs, gérer finement ces processus pose un certain nombre de problèmes. On cherche aussi à proposer une abstraction pour la contractualisation justement de cette gestion des ressources, pour après travailler sur des problématiques d'optimisation, de placement, de surveillance dans la gestion des ressources. Et donc, on mène actuellement un certain nombre d'expérimentations dans ce domaine. Je voulais juste finir par très rapidement un slide de vision. Globalement, si on essaie de voir à plus long terme ce qu'on souhaite atteindre, et ce que je souhaite atteindre, c'est globalement atteindre un support technique de l'agilité. Si on regarde actuellement, tout ce qui est agilité a eu un vrai impact sur la façon de développer du logiciel et marche plutôt bien dans un contexte justement de vision de monde ouvert. Et il y a encore un certain travail pour que tout l'aspect IT et la façon dont on construit le logiciel, là où de base, l'agilité a eu tendance à sortir les problématiques techniques, je pense, et c'est une vision qui est partagée par un certain nombre de collègues, qui a un vrai apport et un vrai intérêt à améliorer le support technique de l'agilité. Je vous remercie.